Super Mario 64 Beta Archive. Cette chaîne m'a beaucoup intrigué ces derniers mois, à tel point d'en avoir fait une vidéo sur ma propre chaîne YouTube, dans laquelle je l'analysais. Et cette vidéo vous a tellement plu que j'ai décidé d'en faire une suite. Et cette suite, la voici. Mais bref, je ne vous embête pas plus avec une plus longue intro, rentrons dans le vif du sujet. Le 27 août, soit une semaine après la publication de la vidéo Wing Cap Tower GUI, Eric fait un post de communauté, nous annonçant qu'il va désormais tenir sa chaîne en coopération avec Meg. Il nous a également fourni un document top secret que je vous affiche à l'écran. Quelques jours après, nous avons eu droit à une nouvelle vidéo sur la chaîne, qui se nomme Scrapped System BIOS. Dans cette vidéo, on s'éloigne un peu du jeu Mario 64 pour se concentrer plus sur la console qu'il a hébergée, la Nintendo 64, ou Ultra 64 à l'époque. Quand la vidéo commence, on arrive directement dans le BIOS de la console, avec le texte suivant écrit. Tu peux corriger les routines de sauvegarde au save pack ou je sais pas quoi. Merci, je suppose. La dernière chose que l'on veut est un jeu cassé. Le fait qu'Argonaut travaille avec nous sur ce jeu est important pour nous, surtout depuis l'incident. Et la suite du texte est coupée. Mais d'après la police utilisée et le bout de texte qui dépasse, on peut supposer que la suite est l'employé qui, sans plus d'informations. La personne contrôlant la console, qu'on suppose être Meg d'après la description, appuie sur Boot to Game Pack. La console plante, avec le même crash handler qui a été vu dans la précédente vidéo, mis à part que le Mario a été remplacé par une Nintendo 64. Ensuite, la console redémarre et revient au BIOS. Meg clique alors sur la seconde option et après une courte introduction, on arrive dans le menu de la Nintendo 64. Mais bref, parlons un peu de l'interface graphique. En haut est situé le nom de la console ainsi qu'une date, le 24 octobre 1995. Dans la majorité de l'écran, nous voyons 4 boutons, aux couleurs du logo de la Nintendo 64, avec écrit respectivement Game Pack, Save Pack, Options et Calendrier. Lorsque Meg appuie sur la première option, un message d'erreur s'affiche, nous disant d'insérer une cartouche de jeu. Dans Save Pack, un menu similaire à celui de la GameCube s'affiche, et nous pouvons voir plusieurs choses intéressantes. La console était censée avoir des cartes mémoire, comme ce qu'il y a eu avec la GameCube, mais il était également censé y en avoir dans la manette, grâce notamment aux nombreux packs qu'on pouvait brancher au dos de la manette, même si ça reste qu'une théorie. Après, le reste du menu est classique, ce n'est qu'un gestionnaire de sauvegarde. Dans le troisième onglet, les options, 4 options sont mises à notre disposition. Le choix de la langue, la sortie audio, la date et l'heure, et une note nommée Setup Game Sync. Lorsque Meg clique dessus, le message suivant s'affiche. La console Nintendo 64 a une fonction intégrée utilisant la manette et le joueur ensemble pour créer une nouvelle expérience dans les jeux de la console. Cette fonction s'appelle GameSync et nécessite une configuration unique enregistrée dans la mémoire interne de la console. Aucune donnée enregistrée n'existe pour GameSync. Comment c'est la configuration ? Après ce message, elle appuie sur oui et le jeu lui demande de mettre son doigt sur le joystick de la manette. Bon, sans rire. Après un court instant, un écran de chargement se lance. Ensuite, après un gros freeze dans la vidéo, un écran nous souhaite la bienvenue sur la Nintendo 64, puis la console revient au BIOS et fin de la vidéo. Alors, vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que j'ai détaillé tout ça. Et il y a une raison. Est-ce que vous connaissez la théorie de la personnalisation ? C'est une légende lancée au départ par Bra dans une vidéo flippante où nous voyons une tête de Wario courser Mario dans un couloir. Puis même dans d'autres vidéos que vous pourrez trouver en description. Mais bref, que dit cette théorie ? Elle explicite le fait que chaque copie de la console, et dans ce cas-là du jeu Super Mario 64, est personnalisée pour chaque joueur. C'est-à-dire que le jeu en commun est le même, mais que certains éléments étaient différents pour avoir une expérience unique pour chaque utilisateur. Et même si ça sonne bien sur le papier, c'est en fait beaucoup plus glauque, car
Dans la vidéo Early Castle Ground, analysée dans ma précédente vidéo, les textes suivants étaient inscrits et sont fortement en relation avec la personnalisation. Savez-vous que chaque fois que vous entrez dans le château, il lit votre âme? Cela peut sembler très effrayant, mais il n'y a rien à craindre. Si vous regardez les choses assez longtemps, elles commencent à changer de forme sous vos yeux. Parfois, nos yeux nous trompent. Ne considérez jamais les avantages d'être sceptique. Après tout, nous vivons tous une vie. Cette vie. Ces phrases font fortement penser à de la personnalisation, et avec les vidéos Scrap System BIOS, on a la confirmation qu'il y aurait dû y avoir de la personnalisation dans Super Mario 64, et même dans sa console en général. Mais bref, c'est tout pour les trouvailles du 3 septembre. Après quelques jours en silence radio, Eric revient avec un post de communauté qui changea tout simplement l'idée qu'on se faisait de la chaîne. Là, on rentre dans du concret. Laissez-moi vous lire son post. Aujourd'hui, quelque chose de vraiment étrange s'est produit, et je ne sais toujours pas quoi faire. Ce matin, nous nous sommes tous les deux assis sur le porche de Meg et avons déjeuné. C'est lorsque Meg s'est tournée vers moi et a mentionné un appel qu'elle avait reçu à son lieu de travail actuel il y a quelques jours qui a attiré mon attention. La personne à l'autre bout, pour une raison quelconque, n'a pas parlé du tout. Tout ce qu'elle pouvait entendre était une respiration lourde et ce qui ressemblait à un grésillement. Puis le téléphone a raccroché. Je lui ai dit de ne pas prêter attention à des trucs flippants comme ça. J'ai senti sa panique et l'ai calmée, et nous sommes retournés tous les deux à l'intérieur pour nous asseoir et regarder la télé. Jusqu'à maintenant, notre nuit s'est bien passée. Mais il se trouve que pendant que je mangeais, un email est apparu sur l'écran de mon téléphone. C'était d'une adresse bizarre, et l'objet n'était qu'un point. Le contenu de l'email était un fichier 7-zip verrouillé par mot de passe et la phrase « Sais-tu ce que c'est ?» Meg et moi étions perplexes. Mais peu de temps après, je me suis rendu compte que quelqu'un avait mis la main sur mon email personnel. Je soupçonne que c'est la même personne qui a récemment essayé de se connecter à mon compte. J'ai importé le fichier à l'adresse Dropbox suivante, si quelqu'un souhaite essayer de trouver le mot de passe. Meg et moi on est perplexes. Donc, de l'aide serait appréciée. Comme toujours, nous répondrons aux questions dans les commentaires. Ce post est vraiment très intéressant. C'est la première fois que la chaîne nous propose une énigme à résoudre. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis que j'ai compris que seul je ne pouvais plus enquêter. L'histoire commençait vraiment à partir en ARG, et on devait vraiment se regrouper dans une communauté. Et je n'étais pas le seul dans ce cas, puisque 15 minutes après la publication du post, un serveur Discord avait déjà été créé pour l'occasion. Après plusieurs échanges, nous avions déjà trouvé une info. Le nom du fichier est en fait le mot cousin traduit en base 64. Donc le mot de passe serait un cousin. Mais le cousin de qui? Après avoir essayé énormément de possibilités, nous nous sommes rendus à l'évidence. On doit brute forcer le mot de passe. Et après quelques temps, le mot de passe suivant a été trouvé. Casey. Mais du coup, qu'est-ce qui se trouve dans le dossier? On trouve la musique Scrapped Starmine Theme en haute qualité, ainsi qu'un dossier de documents, dans lequel on trouve 8 documents, de Epson 001 à Epson 008. Et comme la plupart du contenu des documents est en japonais, Mirman sur le Discord a tout simplement tout traduit en anglais. J'ai donc uniquement fait la traduction française. Voici donc une synthèse de ce que j'ai pu trouver dans ces documents. Dans le document Epson 001, la quasi-totalité du texte est en japonais, mais nous pouvons déjà remarquer le message Confidential Property of Eric Bennett, ce qui confirme la théorie de la première vidéo vis-à-vis du nom de famille d'Eric. Mais après traduction, voici ce que l'on peut comprendre. Ce document est assez général sur le développement de Super Mario Ultra 64. Il explique les parties essentielles et ce qui sépare le jeu des itérations précédentes. Il explique également comment ils vont réaliser des niveaux, la structure de la map, etc. ainsi que comment le mode multijoueur est censé fonctionner. Ensuite, le reste de la page explique quelques trucs classiques sur le possible mode multijoueur du jeu, dans lequel on était censé incarner Mario et Luigi sur un même écran splitté. Epson 002, quant à lui, propose une liste complète de toutes les idées de stage. Il y en a énormément, et je vais vous citer les plus intéressantes. Nous avons la tour du roi Goomba, reprise dans la version DS du jeu. Nous avons également la plage Koopa, qui était un stage de Super Mario Kart sur SNES, et plein de stages que j'aurais vraiment aimé voir, comme le donjon de l'horreur, une ville mystérieuse, ou encore le château recouvert d'herbe, et oui, c'est la traduction littérale. Mais il y a un stage qui est très intéressant. Il s'agit de la salle de noyade. Comme nous avons pu voir dans la précédente vidéo, il y a vraiment une histoire de noyade dans cette affaire. En plus, grâce à une réponse sous un post, Meg précise que Eric a vraiment peur de l'eau. Mais pourquoi, nous ne le savons pas concrètement.
Dans Epson 003, nous pouvons observer une maquette qui ressemble un peu à la forteresse Thwomp, mais je dirais pas que c'est une bêta de ce stage, mais plutôt un stage inédit, puisqu'il reste vraiment différent. Dans Epson 004, nous voyons un stage dédié pour le multijoueur du jeu, d'après ce que nous dit le texte, qui ne ressemble à aucun stage que je connaisse, et qui a été vite abandonné. Dans Epson 005, des modèles de Mario dans sa version bêta nous sont présentés, et dans Epson 006, le mode multijoueur est explicité. Ensuite, Epson 007 nous présente encore plus en détail le mode multijoueur dans un gros pavé, où nous apprenons pas mal de choses. Les casquettes étaient de base pensées pour jouer en multijoueur, mais elles ont ensuite été implémentées dans le mode 1 joueur. Il voulait aussi faire du mode multijoueur le principal argument de vente du jeu, quitte à ce que le jeu sorte en retard, ce qui a vite été abandonné, dû notamment au coût de la cartouche. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais la chaîne Grigno, qui publie du contenu similaire à Super Mario 64 Beta Archive, a publié une vidéo du gameplay originel du mode multijoueur de ce jeu, que je vous affiche à l'écran. Et pour finir, Epson 008, qui est un document pour les personnes recrutées chez Nintendo pour le développement de Super Mario 64. Je vous affiche le document à l'écran avec sa traduction, mais en tout cas c'est l'interprétation que je m'en suis faite. Mais bref, j'en ai enfin fini avec ces documents. Mais avant de passer aux 2 dernières vidéos, voici un interlude musical. Alors, la chaîne a uploadé 3 vidéos de musique showcase, soit un total de 23 minutes et de 18 musiques. Et je ne vais pas faire comme dans la première vidéo et toutes vous les faire écouter, je vous mets juste les liens en description pour les personnes intéressées, mais je vous mets quand même 30 secondes des musiques que j'ai préférées, c'est gratuit. Snow Ravine est l'avant-dernière vidéo uploadée sur la chaîne à ce jour. Et elle n'est pas des moindres. Il s'agit d'un niveau inédit qui était peut-être censé être une sous-zone de Cool Cool Mountain dans sa version bêta. Mais même si la vidéo est principalement l'exploration de ce niveau, je ne vais pas me concentrer là-dessus, mais plutôt sur ce qui est dit dans la vidéo. Car oui, dans cette vidéo nous entendons pour la première fois une voix. Et même si ma première réaction fut « Diantre, comment vais-je déchiffrer ce dialecte ?» j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait des sous-titres à la vidéo. Donc merci les créateurs, vous êtes des gens géniaux, vous m'avez fait économiser plusieurs heures de travail. Mais bref, de quoi parle Snow Ravine ? The video's recording. Okay, cool. Let me explain. Alors déjà, on peut remarquer plusieurs choses tout au long de la vidéo. Premièrement, Eric qui rit étrangement une fois dans l'eau, ce qui renforce encore plus la théorie de la noyade, qui est vraiment un élément récurrent dans l'histoire. Ensuite, une grande théorie a traversé mon esprit, et c'est celle d'un possible couple entre Eric et Dan. Alors, à cette théorie, nous avons 2 preuves assez solides. La première est ce que Eric dit dans cette vidéo. Now I have to see Dan every day, which is interesting. I think he's nice. Not okay. No, I'm. I think he's cute. Not in that way, of course. I mean, he doesn't look as bad as others in America make him up. He looks like a teddy bear. A teddy bear who looks like he's from a biker gang who wears suits. Et l'autre preuve étant ce message. Donc bon, pour l'instant nous n'avons que ces 2 preuves, mais nous verrons bien dans le futur. Ensuite, Eric parle de Casey. Pour l'instant, nous n'avons aucune information sur cette personne, mis à part son nom, mais Eric dit quelque chose de très intéressant. I'm going to visit Casey later this month. I'm gonna fly back to the US and check on him.
He looked fine when I went. When you were looking after him. Et on peut d'ailleurs supprimer la théorie du fait que Eric ait peur de l'eau parce que Casey s'est noyé, tout simplement parce qu'on a vu qu'il en a déjà peur et Casey est toujours en vie. Donc c'est peut-être plus complexe que ça. Et enfin, parlons de la date. Il s'agit du 24 juin 1995. Pour donner un ordre d'idée, cette vidéo se passe un peu avant WinCap Tower GUI et bien avant Scrap System BIOS. Donc je suppose que l'incident évoqué dans les deux vidéos n'a pas encore eu lieu. Ce qui veut dire que l'incident lui-même n'est pas lié à la noyade. Donc oui, la théorie principale de la chaîne vient d'être écartée. Mais attendez, il reste encore une vidéo à analyser. Nous allons finir cette vidéo avec une vidéo encore une fois très intéressante, et c'est N64 Employee Tape, avec un accent anglais toujours au rendez-vous. Cette vidéo est une sorte de tutoriel pour les employés pour les initier au nettoyage de la console ainsi qu'à sa préparation pour les bêta-testeurs. La vidéo commence normalement en nous expliquant des choses assez basiques sur le nettoyage d'une console, avec notamment Mario qui se fait écraser par une Nintendo 64, puis arrive la partie bêta-testeur. Le narrateur nous explique qu'il faut apprendre à connaître le bêta-testeur, lui faire signer un contrat, lui préparer la télé ainsi que la console, puis observer et noter ses actions pendant une demi-heure. Jusque là, rien d'anormal. Mais la suite de la vidéo est vraiment différente. Immediately stop the playtesting session if the playtester begins to show signs of a panic attack, the playtester is sick or needs a break, the playtester is experiencing a feeling of déjà vu, the game crashes or locks up, the game ceases to play background music, the game begins to lag heavily for seemingly no reason, or the game displays the playtester's name. If anything happens to any playtester under your care, please make sure to contact Dan Newman. Inform only him about your current situation. Do not tell anyone but him about the incident. Alors oui, c'est une toute autre ambiance d'un coup. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit plus tôt avec la personnalisation, ça fait sens. Le jeu n'est pas qu'un simple jeu, et on le voit grâce à cet extrait. Ensuite, le narrateur nous dit qu'en cas d'accident avec le bêta-testeur, il faut appeler Dan Newman, qu'on suppose donc être le Dan qu'on connaît déjà. Maintenant, nous connaissons donc le statut de tous les protagonistes importants au sein de Nintendo. Mais pour revenir à la vidéo, le thème incident me fait penser au texte dans Scrap System BIOS, vu plus tôt dans la vidéo. Donc peut-être que cet incident est lié au bêta-testing du jeu. Peut-être une copie un peu trop personnalisée. Et pour finir, je vais vous montrer la fin de la vidéo. Car oui, même après la fin de la vidéo, il y a un écran noir, et il y a un échange entre plusieurs personnes. Mais au lieu de tout vous résumer, je vous laisse la séquence en entier, avec les sous-titres en français. Thank you for watching this guided tape on cleaning your Nintendo Ultra 64 for playtesting and developmental purposes. You may now refer to the second tape, cleaning the... Oh shit. Hey. Jesus, where did you come from? Whoa, calm down. I've been here for the past 5 minutes. Okay. I don't think it's gonna save the recording. What are you talking about? Yeah. Crap, I don't even think it's recording now. Oh, nice. Nice. You know, awesome. This is gonna be great. You know that? Are the phones down? Yeah, there's nothing on the other end, is there? Can you see if you can fetch Eric to see if he knows anything about this? Uh-huh. Implying he knows anything at all. Don't be rude. You know what? Earlier when he was playing, there wasn't any water in the moat. Isn't it suspicious that this only happened after he told you he was afraid of water? How did you let that slide? That was a pretty morbid joke. He didn't have GameSync on and he thought his game was possessed or something. Oh god, a haunted game. Don't be rude. Oh, come on. I thought it was funny. It wasn't him or that kid in the animations or something. Hey, you two need to learn how to take a joke. My god. The animations weren't real. What's that supposed to mean? Did you use a real person? What? No, of course not. Honestly? No. Okay, whatever you say. Yeah, alright, Inspector Gould. There's no need to interrogate me on this. Anyway, I'm gonna go figure out what's going on. You got a flashlight or something? Yeah, it's
It's in the drawer, just there. What, this thing? Yeah. Stay safe. Safe? Yeah, I'm always fucking safe. Oh, before you go, Daniel, Huh? send Meg up to me. If I see them on the way to the breaker, sure, whatever. Oh, well, hello there, little Miss Know-It-All. This gentleman here just asked me to go look for you. Are you going to the breaker? I can't find Eric. I think he might have left. Did you have another moment? Shut up. You know it's not a moment. And why are you using my camcorder? Well, Eric said he let I me... told you not to fucking use this. Voilà donc pour la seconde partie de Super Mario 64 Beta Archive. Elle a pris plusieurs mois à être réalisée et j'espère que vous avez aimé cette deuxième et dernière vidéo sur le sujet. Car oui, je ne vais pas m'étendre mais je compte arrêter cette série sur ma chaîne YouTube. Je tiens quand même à vous remercier car c'est cette série qui a propulsé ma chaîne et qui m'a fait une image au sein de cette communauté. Mais j'espère que d'autres personnes prendront le relais et feront des vidéos sur le sujet à leur tour. Si vous voulez enquêter, je vous conseille le serveur Discord Betaverse, sur lequel je suis modérateur. C'est le meilleur serveur pour parler du sujet. Je vous rassure, même si j'arrête la série, je n'arrête pas YouTube pour autant. Je vous prépare énormément de choses qui arriveront d'ici quelques temps, donc vous pouvez quand même rester abonné. Sur ce, je vous laisse. Salut!